Les thèmes du 22h ce soir, tsunami, séisme, division. Les titres de la presse belge sont unanimes. C'est un véritable tremblement de terre qui a secoué le pays. Avec la victoire des nationalistes flamands et du nouvel homme fort du royaume, Bart de Wever. Alors, quelles conséquences peut avoir cette crise belge au sein de l'Europe? C'est le débat du 22h. Paris et Berlin veulent retirer au pays laxiste le droit de vote au Conseil européen. Angela Merkel et Nicolas Sarkozy à Berlin sont tombés d'accord pour renforcer le pacte de stabilité. Analyse dans ce journal de Jean-Louis Gombaud. Et puis c'est une journée difficile pour Jérôme Kerviel. Le trader a eu du mal à justifier ses opérations fictives sur ses prises de position de dizaines de milliards d'euros. Retour sur cette journée avec William Emmanuel. Il est l'auteur de l'affaire Kerviel ou la folie du système financier. Et puis on le dit tacticien et même gardien des Verts. Non, ce n'est pas un joueur de foot, mais l'écolo qui fait parler de lui en ce moment. Jean-Vincent Placé, secrétaire national adjoint des Verts, c'est l'invité du 22h. Voilà pour les thèmes de ce soir et on commence ce journal par la conférence de presse commune à Berlin d'Angela Merkel et de Nicolas Sarkozy. Les deux dirigeants se sont prononcés pour un éventuel retrait du droit de vote au Conseil européen des pays laxistes. Ils se sont également mis d'accord pour proposer une taxe sur les transactions et les bénéfices des banques à la prochaine réunion du G20. Un extrait avant l'analyse de Jean-Louis Gombaud. S'agissant du G20 de Toronto, nous allons envoyer une lettre au Premier ministre canadien Stephen Harper pour lui demander d'être plus ambitieux sur la régulation financière, pour porter un projet de taxe sur les transactions financières, et l'Allemagne et la France, nous porterons le même projet, et pour réclamer la création d'une taxe bancaire que nous appliquerons dans le même mouvement, l'Allemagne et la France. Par ailleurs, nous sommes également d'accord qu'il faut envisager des modifications des traités. Prochainement, la France et l'Allemagne formuleront des propositions et là, l'un des points, l'une des possibilités serait de suspendre le droit de vote des pays qui ne respectent pas les règles. C'est quelque chose qui est important parce que nous avons besoin de traités qui soient réellement opérationnels, qui permettent de mettre en œuvre la politique de stabilité et de croissance. L'analyse économique avec Jean-Louis Gombaud. Bonsoir. Bonsoir Sonia. Alors Jean-Louis, sur quoi sont tombés d'accord aujourd'hui à Berlin Nicolas Sarkozy et Angela Merkel? Ils sont tombés d'accord sur l'idée qu'ils formaient un couple. Et un couple, ça ne se dispute pas en public. En gros, c'est cela. Alors c'est vrai qu'il y a des points communs sur lesquels ils sont effectivement tombés d'accord. Certains sont originaux, d'autres moins. Par exemple, lorsque M. Sarkozy vient de nous dire une taxe sur les banques, cette idée a déjà été retenue par la France. C'est une idée allemande d'abord, retenue par la France et l'Allemagne, non seulement la France et l'Allemagne, mais également retenue par l'ensemble de l'Union européenne des 27, qu'il a déjà proposé aux ministres du G20 réunis il y a une quinzaine de jours à Busan en Corée et qui a déjà été rejetée, donc il n'y a absolument aucune chance pour que ce soit accepté à Toronto. Une idée nouvelle, en revanche, une taxe sur les transactions bancaires qui, elle, n'a jamais été formulée et dont personne, pour le moment, ne peut connaître le destin. Et puis, effectivement, cet accord sur le pacte de stabilité pour dire que ceux qui seraient un peu indisciplinés seraient privés de leur droit de vote. Mais là, on est engagé sur un processus relativement long, puisqu'il faudrait un changement des institutions européennes. Et Jean-Louis, est-ce qu'ils ont retenu l'idée du gouvernement économique de la zone euro? Alors ça, c'est pas une idée propre à M. Sarkozy, c'est une très vieille idée française et qui a toujours été rejetée par l'Allemagne et qui n'a toujours pas été prise en compte par Mme Merkel aujourd'hui. En fait, ce qui a été dit, c'est qu'il faudrait avoir une espèce de régulation qui soit comme un gouvernement économique, ce qui veut dire que ce n'est pas un gouvernement économique. Et il a même été précisé qu'il ne fallait pas rajouter une institution supplémentaire dans l'ensemble du système institutionnel européen. Autrement dit, l'idée même de gouvernement économique en tant que structure existante n'a pas aujourd'hui été retenue. Et on peut même dire qu'elle est maintenant définitivement enterrée. Il faut bien voir que pourquoi les Allemands ne peuvent pas, malgré les demandes réitérées françaises depuis plusieurs années, de faire un gouvernement économique, parce que qui dit gouvernement dit effectivement recherche en commun
de solutions, mais mise en commun des forces au sein de ce gouvernement. C'est-à-dire que ça voudrait dire pour les Allemands qu'ils mettent en commun les forces qu'ils se sont constituées ces dernières années grâce à des efforts absolument considérables, ce à quoi ils ne sont pas prêts. Il y a d'ailleurs un proverbe allemand qui est à mon avis très illustratif là-dessus, quand ils disent « quand deux frères ont beau être des frères, leurs poches ne sont pas des sœurs ». Eh bien, on a exactement l'illustration, encore une fois, ce soir. Merci beaucoup, Jean-Louis. On aurait aimé entendre votre accent en allemand, mais ce sera pour une prochaine fois. La suite du 22h, tout de suite, dans un instant, c'est notre invité politique, Jean-Vincent Placé. Mais tout de suite, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est le tour de l'info en images. Et ce soir, avec Bérangère Dinglas. C'est demain soir que le gouvernement devrait achever le projet de réforme des retraites. À l'issue de la journée d'action de force ouvrière, le président aura tranché. Le recul de l'âge légal est acquis, il devrait passer à 62 ou 63 ans. Venus d'entreprises ou des hauts revenus, les nouveaux financements restent à définir. La pénibilité et l'emploi des seniors devraient également faire partie du projet, des pistes que critique le Parti socialiste. Le gouvernement ne fait pas de négociation, il fait de la concertation. Il distille au compte-gouttes des informations pour nous dire peut-être ça va être autre chose. Tout ça, honnêtement, montre que ce gouvernement prépare une réforme dont on a une certitude, c'est que vous paierez, mais qu'elle sera agrémentée d'une ou deux éléments de communication pour essayer de la rendre digeste. Au Kirghizistan, les violences interethniques entre Kirghizes et membres de la minorité ouzbek se poursuivent. Depuis 3 jours, des milliers de personnes tentent de fuir les violences. Selon le Comité international de la Croix-Rouge, plus de 80 000 personnes seraient ainsi entrées en Ouzbékistan. Des réfugiés qui accusent les forces régulières kirghizes d'aider les bandes armées à commettre des massacres. Les violences ont fait au moins 124 morts et 1700 blessés. 12 jours après l'arraisonnement sanglant d'une flottille pour Gaza, le gouvernement israélien a entériné ce matin la création d'une commission d'enquête indépendante. Chargée d'examiner la conformité avec le droit international de l'arraisonnement israélien et du blocus maritime, elle comportera 2 observateurs étrangers. Une commission qui ne convainc pas Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne, de passage à Paris. La proposition qui est faite aujourd'hui pour la commission d'enquête ne correspond pas à la demande qu'a faite le Conseil de sécurité. Alors que les États-Unis ont salué une avancée importante, Ankara continue de réclamer une commission indépendante sous le contrôle direct des Nations Unies. Plus de 43 millions d'euros, c'est le montant des enchères atteint aujourd'hui chez Christie's par cette tête en pierre de Modigliani. À l'issue d'un quart d'heure de bataille, c'est un collectionneur privé qui s'est vu adjuger la sculpture. Un record mondial pour l'artiste, mais aussi pour une vente aux enchères en France. L'invité politique du 22h, c'est le vert qui monte. Jean-Vincent Placé, bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir. Je vous ai présenté tout à l'heure comme un tacticien et même gardien des verts. Ce que disent de vous les autres, ça vous convient comme présentation? Non. Vous gardez les buts? Non, je garde pas les buts. J'essaie plutôt d'être milieu de terrain, organisateur. Voilà, ça m'intéresse plus. Et puis, j'essaie surtout de militer et puis de défendre mes idées. Alors, défendre les idées, celle des Verts aussi. L'heure est aux ultimes arbitrages sur la réforme des retraites qui intéresse évidemment tous les Français. Le gouvernement va présenter son projet. Le PS, qui a déjà fait des propositions, s'apprête à réagir comme les syndicats. Mais où sont les Verts ? Mais les Verts, ils sont très présents sur le sujet. Je crois que notre secrétaire national a déclaré tout à l'heure que le gouvernement prenait les choses à l'envers. Et je crois qu'elle a raison. Nous allons présenter au Conseil national des Verts samedi, d'ailleurs, une résolution sur la question des retraites pour ne pas rentrer dans la pensée unique que le gouvernement souhaite nous imposer sur l'allongement de l'année de départ, sur la durée des cotisations, sur la baisse des pensions. Sur la durée des cotisations, parce que vous y êtes concrètement, est-ce que par exemple, comme la CFDT, vous êtes d'accord pour un allongement de la durée de cotisation? Non mais, ce qui est intouchable, ce sont les 60 ans. Les 60 ans, c'est symbolique. Et sur l'allongement de la durée des cotisations? Sur l'allongement de durée de cotisation, je pense que c'est pas ça le sujet. Ce qu'il faut, c'est essayer de trouver d'autres modes de financement, et il y en a. Donc il y a de la richesse dans ce pays. Non.
Il y a de la richesse dans ce pays, il y a des possibilités sur les exonérations de cotisations sociales, sur la taxation des plus-values, sur la question aussi des stock options. Enfin voilà, il y a de l'argent dans ce pays, tout le monde le sait, et je pense que c'est une question qui n'est pas prise par le bon sens. Mais Jean-Vincent Placé, apparemment, la fin de la retraite à 60 ans, elle est acquise, même chez les Français. Il y a eu de nombreux sondages qui l'indiquent. Quelle doit être selon vous la nouvelle barrière, puisqu'apparemment elle est à évoluer 62, 63 ans. Je crois que la réalité du départ, c'est 61 ans,6, c'est pour dire les choses précisément. Nous, on est attachés à 60 ans parce que justement, il y a des gens très modestes qui ont travaillé très tôt et ils doivent partir à 60 ans. C'est la possibilité de partir. Après, la réalité, effectivement, sur le départ en vrai, si j'ose dire, c'est plutôt peut-être 62, 63. Mais je ne crois pas qu'il faille donc vous n'êtes pas attaché à symbolique. Moi, je suis attaché aux 41 ans de cotisation, mais pas plus. Pas 42, pas 43, pas 44, pas au départ à 67 ans, pas au décote, pas au surcote. Tout ça nous paraît déséquilibré parce que justement, on considère qu'il y a d'autres modes de financement. Donc oui, nous avons peut-être une vision assez classique de la question de la retraite, mais je crois que c'est surtout une question de justice et de solidarité. Mais oui, vous savez, le classicisme, parfois, c'est plus juste et plus solidaire qu'une fausse modernité qui est excessivement libérale. Alors parlons des Verts. Qu'est-ce qui est prioritaire pour les Verts pour 2012 ? Est-ce que c'est d'avoir un candidat vert, justement, pour cette élection ? Ou est-ce que, comme l'a dit ce matin Daniel Cohn-Bendit, c'est d'avoir un groupe de 30 parlementaires à l'Assemblée ? Alors, la dernière fois qu'il a parlé de ça, c'était 50, donc je crois qu'il y a une réduction des prix, si j'ose dire. Non, mais plus sérieusement, je crois que... Pourquoi c'est pas sérieux comme proposition ? Non, parce que je crois très sincèrement que quand on est écologiste dans ce pays, on ne peut pas résumer la question politique, ni, je l'ai dit il y a 10 jours, à l'organisation d'Europe Écologie, du parti Europe Écologie Les Verts, ni à la question tactique des négociations du groupe parlementaire. Enfin, franchement, c'est de la tactique alors. Est-ce que vous pensez que les Français et les Françaises nous attendent sur ces enjeux-là ? Moi, je ne le crois pas. Je crois que les Français et les Françaises, ils nous attendent justement sur l'urgence écologique, sur les questions économiques, sur un autre mode. Mais avoir un groupe de parlementaires, ça peut être aussi un moyen de s'exprimer, Jean-Vincent Placé, non ? Oui, mais quand même. Aujourd'hui, nous avons réussi aux Européennes à être présents fortement au Parlement européen, mais nous avons quand même en Europe perdu les élections. Voilà, c'est la droite qui a gagné les élections, le Parti socialiste, les Verts, nous sommes minoritaires en Europe. Au niveau des régionales, nous avons gagné. Nous avons gagné avec nos partenaires socialistes. Moi, l'enjeu qui me paraît important, c'est qu'on continue à se crédibiliser parce que nous avons besoin de montrer que nous sommes capables de gouverner. Et notamment ce que nous faisons en Ile-de-France avec Cécile Duflot et moi-même au transport en Ile-de-France, nous essayons de nous crédibiliser. Oui, mais vous crédibilisez en augmentant aussi les impôts et les prix sur les transports. Non, pas les impôts. Malheureusement, les prix effectivement des transports, mais je pense que c'était inéluctable. Mais je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait l'objet du débat que vous avez voulu susciter. Et donc, c'est une réalité au passage. Oui, on peut en parler. Ce sur quoi nous attendent les Françaises et les Français, c'est nous crédibiliser, montrer qu'on peut diriger le pays, avoir des propositions. Et je crois que là, nous avons encore un effort à faire. Nous avons un effort à faire sur le sérieux des propositions qu'on peut faire pour gouverner au niveau national en 2012. Nous avons de la crédibilité à montrer sur la capacité de gouvernance dans les institutions. Oui. Et c'est ça qui m'intéresse. Et ce sont plutôt sur ces éléments-là que je souhaite que nous portions le débat. Et avant, en 2012, il y a 2011. On va parler des sénatoriales dans un instant. Et des cantonales. Et des cantonales, mais juste pour clore le passage, enfin les échanges vifs que vous avez eus avec Daniel Cohn-Bendit, vous avez mis un peu d'eau dans votre vin, vous vous êtes même excusé. Et lui n'a pas retiré le mot qui vous a sans doute blessé de crétin. Vous auriez souhaité qu'il le retire pour que l'épisode soit définitivement clos ? Non, moi je ne me suis pas d'ailleurs excusé. J'ai émis des regrets, notamment par rapport à Cécile Duflot, le secrétaire national, qui a été... affecté politiquement par cette communication, pas tellement d'ailleurs les sujets de fond, parce que les sujets de fond de divergence et de différence avec Daniel Cohn-Bendit, ils sont là, je n'ai pas l'intention de les minorer, ils existent aussi bien sur le positionnement de l'écologie que sur les orientations, que sur la stratégie. Moi, par exemple, je suis pour un candidat écologiste à l'élection présidentielle et lui, je pense qu'il est plus tourné vers les primaires de la gauche, d'où d'ailleurs le fait qu'effectivement, il cherche à négocier un groupe parlementaire de façon plus prioritaire que moi. Voilà, ce sont les sujets que j'ai voulu aborder. Je l'ai fait peut-être de façon un peu trop forte dans l'expression, ce qui fait que vous avez regretté, lui, pas encore. Oui, mais c'est très secondaire pour moi qui regrette ou qui ne regrette pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les écologistes, les militants écologistes, et je voudrais surtout que ce petit coup de pied dans la fourmilière que j'ai voulu mettre soit utile pour la suite, parce qu'on ne peut pas faire en sorte que les écologistes, à un moment, soient uniformes
et monolithique. Passer la suite en amont, c'est aussi les sénatoriales et les Verts ont de grandes ambitions. Ils veulent doubler, voire tripler le nombre de sénateurs écolos en 2011 et vous allez en faire partie. Et ce sont les électrices et les grands électeurs qui le décideront. Mais vous le souhaitez, vivement. Oui, je n'ai jamais caché. Je souhaite être parlementaire. Je pense que je pourrais apporter quelque chose dans la Haute Assemblée. Mais avant tout, avant d'être élu, ce que je voudrais, c'est qu'on nous portions un projet pour et les le négociations Sénat. ont commencé avec les socialistes. Ce qui est important, c'est que le Sénat passe à gauche. Je crois qu'il y a une possibilité en septembre 2011 que le Sénat et enfin une alternance, qu'il y ait un vrai projet de gauche pour le Sénat, pour le rendre plus démocratique, plus ouvert aux femmes, plus ouvert à la diversité, oui, mais pour que nous portions une autre parole. Les négociations ont commencé avec les socialistes. Il y a des discussions qui se font, mais les négociations vont vraiment avoir lieu à partir de septembre et nous espérons aboutir à la fin de l'année, début janvier. Je crois que nous avons besoin de discuter en amont suffisamment et sur le projet et sur la gouvernance pour faire en sorte que cette dynamique-là puisse permettre de convaincre les grands électeurs, parce que c'est important. Et pour avoir des sièges aussi, et vous-même peut-être. Oui, mais il faut faire campagne. Vous savez, les grands électeurs, c'est pas des gens qui votent bêtement UMP, PS ou Vert. Il faut les convaincre, il faut avoir un projet, il faut faire des propositions, et puis il faut quand même avoir la dynamique pour être un bon candidat. Voilà. Merci Jean-Vincent Placé d'avoir l'invité. Merci à vous. Du 22h, la suite du journal, je vous le disais dans le titre, c'est un tremblement de terre. C'est un résultat historique, même si elle était attendue. La victoire des nationalistes flamands a quand même provoqué des réactions à la mesure de son importance en Belgique. Dans un instant, le débat du 22h sur la situation du pays. Mais d'abord, on va parler du nouvel homme fort du royaume, Bart De Wever, considéré par la presse comme le politicien le plus marrant, le plus intelligent, mais aussi le plus dangereux. Élisée Cardi. Les Flamands ont osé voter pour le changement. Nous ne les décevrons pas. Voici l'homme qui tient le sort de la Belgique entre ses mains. Bart De Wever, le président de la nouvelle Alliance flamande. Une allure bonhomme, mais un discours séparatiste qui trouve un écho grandissant. Il faut que ça bouge, et c'est ce que l'électorat flamand a bien dit. Il faut que cela bouge. Donc, pas la Belgique d'aujourd'hui, comme la Belgique de papa. Ça, c'est terminé. Bart De Wever n'a pas la majorité dans la partie wallonne de la Belgique et de toute façon, il refuse d'être le chef d'un État qu'il veut voir disparaître. C'est le Parti socialiste qui devrait donc nommer son Premier ministre. Quant à Bart De Wever, il faudra compter désormais avec lui. C'est vrai qu'il n'a pas l'allure d'un révolutionnaire. Il a plutôt une allure relativement placide. Donc, en principe, il devrait y avoir de l'entente. Mais je vous rappelle qu'il y a un moment où l'on devient prisonnier de ses propres paroles. Et c'est clair que les chefs politiques belges sont au stade où ils deviennent prisonniers de leurs propres paroles. À force de dire « nous voulons l'indépendance », à un moment donné, on leur dira il faut que vous la preniez. Les négociations pour former un gouvernement vont aller bon train dans les jours et les semaines qui viennent. Le gagnant des élections s'est déjà lancé dans une forme de marchandage. Il veut bien d'un francophone à la tête de l'État, une première, en échange de la transformation de la fédération belge en confédération. Avec cette question, la Belgique est-elle au bord de la cassure? Beaucoup le pensent. On va le voir avec nos invités ce soir. Christian Bourgoigny, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Vous êtes directeur du Centre culturel Wallonie-Bruxelles. Avec vous ce soir, Gaëtan Ricard-Niou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général Notre Europe. Première question, est-ce que vous pensez, comme l'a dit d'ailleurs le tout nouveau homme fort du royaume, est-ce que la Belgique est au bord de l'évaporation? C'est le mot qu'il a employé. Je n'ai pas entendu ce mot-là. J'ai entendu, moi, hier soir, puisque j'étais encore à Bruxelles hier soir, j'ai entendu hier soir la volonté des uns et des autres, et surtout des deux partis qui avaient gagné les élections de part et d'autre de la frontière linguistique, la volonté ferme de négocier. Je crois même qu'aujourd'hui, ils ont continué sur cette dynamique un peu enthousiaste. Mais vous êtes très optimiste ? Je crois qu'effectivement, il n'y a pas de raison d'être pessimiste. Je crois que. Vous pensez qu'il peut y avoir une coalition aujourd'hui ? Écoutez, je disais tout à l'heure à notre autre invité, vous savez, en 1830, lorsqu'on a créé la Belgique, on a eu des difficultés à trouver un roi. Bon. Donc depuis, on a trouvé les rois, effectivement, mais certains ont à un moment donné dit que le roi avait des difficultés à trouver son peuple. Aujourd'hui, c'est un pays qui se cherche en permanence et qui, de réforme de la Constitution en réforme de la Constitution, elles ont été nombreuses et profondes, notamment dans le domaine, dans la voie du fédéralisme, a connu des périodes de dramatisation.
Je crois qu'on vient de passer une des périodes de dramatisation importantes. Je crois qu'aujourd'hui, les élections auront permis une clarification du paysage politique qui permet un dialogue, je dirais, plus clair, plus transparent. Alors, on va revenir un peu après sur la clarification dont vous parlez. Gaëtan Riccardiou, pour les conséquences sur l'Europe, on sait que dans 15 jours, la Belgique est censée, après l'Espagne, présider l'Union européenne, mais elle n'a pas de gouvernement. Comment elle va faire? C'est deux Belgiques qui vont arriver? Elle a un gouvernement qui gère les affaires courantes. Elle a aussi anticipé pas mal la préparation de sa présidence, puisque vous savez que maintenant il travaille dans un trio de présidences avec la présidence espagnole-hongroise et puis la Belgique ayant un système de coordination très complexe. En fait, elle s'est mise au travail il y a déjà assez longtemps. Maintenant, c'est vrai que c'est un démarrage dans des conditions qui sont absolument pas optimales. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas plus inquiétant que ça? Non, je ne partage pas cette inquiétude. Je disais aussi encore tout à l'heure... Vous avez parlé avant tout le débat ce soir. Vous nous avez laissé le temps de parler. Vous avez fait le débat en loge. Et c'est très bien. On nous a souvent raillés parce qu'on a 5 ou 6 gouvernements. Il n'y en a qu'un seul qui est tombé. C'est celui qui, en termes concrets, a le moins de compétences qui sont traitées au niveau européen. L'essentiel des masses budgétaires dans le pays appartient aux gouvernements régionaux et communautaires. Donc, ça n'est pas très grave. Et comme le dit effectivement Madame, je crois qu'effectivement c'est une chose qui s'est préparée depuis très longtemps. Et rien ne dit qu'avant le 30 juin, nous n'aurons pas un gouvernement. Oui, Christian Bourgogne, on peut comprendre votre optimisme, mais quand même ce résultat est assez important. Est-ce qu'il ne signifie pas quelque part la fin de la solidarité financière, économique, sociale, qu'ont voulu dire quand même qu'est-ce qui est ressorti de ce vote? Mais là, vous mettez exactement le doigt sur l'enjeu principal. Parce qu'on souvent, on considère... Il y a deux lectures possibles. Il y a une lecture possible qui est de dire c'est les Flamands contre les Wallons. Je crois que derrière ça, il y a des choix de société. Il y a des choix de société, il y a une Flandre qui est plutôt, disons, de centre-droit, et une partie francophone du pays qui est plutôt du centre-gauche. Dans la situation actuelle, à savoir d'une Flandre plutôt riche, d'une Wallonie moins pauvre qu'on ne l'imagine et qu'elle n'était il y a 5-6 ans, on a effectivement une Flandre qui pousse très fort vers une scission d'un certain nombre de secteurs de solidarité. Est-ce que vous parlez de la fin d'une solidarité quand même? En toile de fond, on n'a pas envie d'être avec l'autre? Avec la volonté, en toile de fond, de libéraliser un certain nombre de secteurs et de les privatiser. Ce qui, évidemment, du côté francophone, est perçu comme effectivement une agression si ça devait effectivement avoir une incidence au niveau national. La seule solution pour ceux qui ont envie de mener, je dirais, cette aventure sur le plan régional, c'est de scinder, par exemple, la sécurité sociale. Et donc, c'est un des enjeux de la discussion. Alors, on se retrouve à table avec d'un côté des socialistes, qui sont largement vainqueurs du côté francophone, et de l'autre, une droite nationaliste plutôt modérée. Ils n'ont pas très envie de s'asseoir quand même à la même table, ils sont assez éloignés, non? Ils ont été reçus cet après-midi par le roi, ils se sont téléphonés et ont décidé... Donc vous êtes optimiste sur la formation d'une coalition? Ce sont les faits. On verra. Il n'y a pas le choix d'ailleurs. Il n'y a pas le choix. Vous savez, ce pays, s'il faut le changer, il faut une majorité des deux côtés. Et ensemble, il faut une majorité des 2/3. Les chiffres sont parlants, à moins d'une révolution violente, mais ça ne s'est jamais passé chez nous. Gaëtan Riccardiou, je reviens sur le mot de solidarité. Au moment où on voit quand même la solidarité européenne, on l'a vu tant bien que mal, mais elle s'est faite avec la Grèce. Qu'est-ce qui signifie cet exemple belge? Je crois qu'il est quand même inquiétant, même si du côté belge, c'est pas nouveau. C'est quand même un phénomène qui existe depuis longtemps, qui s'exprime quand même de manière assez forte comparé à ce qui s'est passé précédemment cette fois-ci. Et ce qui est un petit peu inquiétant, c'est que ce sont des phénomènes qu'on constate dans d'autres régions, comme le nord de l'Italie, par exemple, avec la Ligue du Nord, qui a aussi fait une percée importante dans les régionales. Donc c'est le phénomène, effectivement... Il y a des poussées un petit peu partout en Europe de ce genre-là, et ce sont des signaux quand même... par rapport justement à la notion de solidarité dans l'Union européenne qui ne sont pas très positifs. Donc indépendamment de chaque situation ad hoc, historique, politique, économique que chaque région peut avoir, il y a quand même des phénomènes qui sont assez similaires, qui sont à mon avis, comme je l'ai dit, chacun a sa situation spécifique. Et en même temps, je pense qu'il y a un phénomène de fond qui est peut-être aussi lié à la globalisation, à des phénomènes identitaires. Après la crise, etc. Le repli sur soi et la crise n'arrange rien, effectivement. Merci beaucoup pour ce débat, pour cette conversation qui a eu beaucoup lieu avant dans les loges. Christian Bourgogne, juste sur ce, voilà, je le montre, c'est la fête à Bruxelles. En un mot, de quoi s'agit-il? Dites-nous. C'est la faute à Bruxelles. La faute à Bruxelles. La fête, c'était pas mal aussi comme titre, non? Ça pourrait être la fête aussi.
arriver. Ça pourrait être la fête animé, aussi. En l'occurrence ici, c'est l'histoire de l'Union européenne retracée à travers les caricatures de presse. Voilà. En un mot, c'est ça. C'est pour parodier un petit peu le fait qu'on dit que c'est toujours la faute de à l'Europe Bruxelles. à travers le dessin de presse. Merci beaucoup. La dernière page de ce journal, elle est consacrée à tout à fait autre chose. On va évoquer le procès de Jérôme Kerviel, poursuivi, vous le savez, pour avoir causé à la Société Générale une perte de près de 5 milliards d'euros. Et le trader a dû s'expliquer sur ses prises de position fictives. Nous ne sommes pas au pays des bisounours, a-t-il déclaré aujourd'hui. La banque savait tout. Bérengère Danglas. Ce matin au tribunal, on a assisté au premier témoignage, un peu humain et non préparé. Celui de Valérie Le Sueur, déontologue à la Société Générale et amie de Jérôme Kerviel. Pour la jeune femme, le trader était quelqu'un de tout à fait normal, pas flambeur, explique-t-elle. Comme Valérie, il y a les anciens collègues qui ne comprennent pas comment le trader a pu jouer avec les milliards. Et puis, il y a les anciens supérieurs qui parlent d'un homme malhonnête, déloyal, non transparent et tricheur. Des témoignages qui renforcent l'impression de ces derniers jours d'audience, celle d'un homme aux deux visages. Le jeune homme de 33 ans est un paradoxe. Beau gosse, séduisant, il peut aussi en un instant se montrer fuyant et dissimulateur. Il a beau affirmer que ses supérieurs étaient au courant, il reconnaît aujourd'hui ne jamais leur avoir parlé de ses agissements. Cachant ses gains autant que ses pertes, Jérôme Kerviel ne s'est jamais enrichi personnellement. Quelles étaient alors ses motivations ? Il reconnaît avoir été pris dans une spirale, un jeu d'argent bien loin du réel. La faute au système ou alors la faute à Jérôme Kerviel, on en parle avec William Emmanuel. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de ce livre, Trader, l'affaire Kerviel ou la folie du système financier. Et bien justement, William Emmanuel, est-ce que c'est le procès justement de Jérôme Kerviel qu'on est en train de voir ou le procès du système financier qui se déroule sous vos yeux? C'est le procès d'un homme, c'est le procès de Jérôme Kerviel, qui est accusé d'avoir investi beaucoup d'argent et d'avoir fait perdre beaucoup d'argent à sa banque. Et puis, Jérôme Kerviel intervenu dans un système financier qui est ce qu'il est, c'est-à-dire un système très complexe avec des sommes d'argent absolument phénoménales. Comment vous jugez aujourd'hui, vous avez beaucoup travaillé sur lui, comment vous jugez sa ligne de défense? C'est-à-dire, il explique, il est même très précis, mais il dit toujours que tout le monde savait, tout le monde voyait. Alors, je pense que Jérôme Kerviel, comme dit le titre de son livre qui s'appelle L'engrenage, il a mis le doigt dans un engrenage et ensuite il a eu l'avant-bras puis le bras et donc il ne savait plus comment s'en sortir. Donc, à mon avis, il s'est laissé entraîner et donc il dit lui-même qu'il a menti à ses supérieurs et aujourd'hui il a reconnu qu'il n'avait jamais discuté du montant de ses engagements avec ses supérieurs. Donc, je pense qu'il s'est laissé embarquer et après, pour sortir, il n'en pouvait plus. Il ne pouvait plus sortir. Il ne peut revenir en arrière. Ce qui est étrange, c'est qu'on a vu aussi ses collègues, ses anciens collègues qui sont passés à la barre. Très peu l'ont soutenu. Je crois qu'il y en a eu un ou deux. Les autres n'ont pas décrit le même système dont il parle. Non, parce que le système, en fait, repose sur la confiance. Donc, effectivement, les gens manipulent des sommes d'argent colossales, travaillent sur des systèmes informatiques extrêmement complexes. Mais il y a la confiance. Et si vous regardez l'histoire financière de ces 15 dernières années, il y a très peu de traders qui ont fraudé. Ouais. Vous pouvez les compter sur les doigts des deux mains, maximum. Donc c'est un système vraiment de confiance. Donc même si vous avez un système très complexe avec des failles, vous n'êtes pas obligé d'essayer d'entrer dans la faille. Oui, il vaut mieux pas. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un avant et un après procès Kerviel dans les salles de marché, etc. Est-ce qu'il y aura un avant et un après ? Alors, je pense que dans les salles de marché, notamment c'est le cas de la Société Générale, on a commencé depuis 2 ans à renforcer considérablement les contrôles. Donc ça peut permettre de détecter certains mouvements suspects. Cela dit, vu les sommes d'argent qui sont en jeu, vu la complexité des systèmes informatiques, un trader qui veut tricher peut tricher de nouveau. Eh bien, c'est pas très rassurant. En tous les cas, pour en savoir plus, lisez ce livre, William Emmanuel, l'affaire Kerviel, ou la folie du système financier. C'est incroyable. Vous verrez. Merci beaucoup d'avoir été l'invité du 22h. Restez avec nous sur Public Sénat. Je vous le disais, un documentaire inédit ce soir sur le gaullisme. C'est la véritable histoire du 18 juin 40. Très, très belle soirée à vous. Le 14 juin 1944, quelques jours après le débarquement des troupes alliées sur les côtes normandes, le général de Gaulle revient en France après 4 années d'exil.
Charles de Gaulle, simple colonel en mai 1940, revient à la tête du gouvernement provisoire de la République française. L'exilé de Londres, condamné à mort par le régime de Vichy, est devenu président. Une épopée extraordinaire, bientôt transformée en mythe, que de Gaulle forgera lui-même dans ses mémoires de guerre. Les enfants m'entourent. Les femmes sourient et sanglotent. Les hommes me tendent les mains. Nous allons ainsi tous ensemble, bouleversés et fraternels, sentant la joie, la fierté, l'espérance nationale remonter du fond des abysses. Une légende est née. Un homme qui a dit non un jour de juin 1940 a réussi le miracle de la libération de la France. Il y a là des minutes, nous le sentons tous, qui dépassent chacune de nos pauvres vies. Et moi, au centre de ce déchaînement, je me sens remplir une fonction qui dépasse de très haut ma personne. Servir d'instrument au destin. Quand on raconte l'histoire mythique de la France libre, on commence toujours par la fin. Que s'est-il réellement passé pendant ces journées de 1940 qui ont vu l'improbable naissance d'un destin français? Nul n'a mieux sculpté sa statue pour l'histoire que ne l'a fait le général de Gaulle. Ces mémoires sont certainement un chef-d'œuvre littéraire et une réussite historique. Mais la véritable histoire de la France libre est sans doute plus compliquée qu'il n'a bien voulu la présenter. On fait un roman des origines. On a un certain nombre de documents qui permettent maintenant de donner une autre version qui ne change rien, qui ne retire rien au mérite de Gaulle, mais qui montre que les événements se sont passés quelquefois d'une façon un peu différente. Raconter l'histoire du 18 juin 1940, c'est raconter une aventure inouïe, dont Charles de Gaulle a failli être écarté presque à chaque instant. Raconter l'incroyable aventure de la France libre, c'est tenter de comprendre comment des Français sont devenus ces combattants libres qui ont permis à de Gaulle de réussir son improbable quête. On voit les Allemands se promener comme chez eux. Vraiment, là, il y a quelque chose qui était inacceptable. Moi, je pensais qu'il ne fallait en aucun cas abandonner le combat. Tous, nous avions une volonté de nous battre. Tout aurait donc commencé le 18 juin 1940. En réalité, cela avait commencé bien avant. On ne s'expliquerait pas le 18 juin si on ne rappelait pas ce qu'a été la préhistoire de Gaulle. Le fait que de Gaulle ait été un officier atypique, un officier rebelle même, à certains égards. Le choix du métier des armes n'allait pas de soi. C'est un choix personnel de Gaulle. Dans la famille, il y avait des magistrats, des officiers ministériels, mais pas un seul militaire. Il voyait dans l'armée, essentiellement à ce moment-là, une sorte de corps, si vous voulez, intact, et qui était pour lui le représentant de force qui incarnait ce qu'il y avait de plus sain dans la nation, et à partir desquels on pourrait refaire quelque chose. Ça, il a toujours eu cette idée-là. Un officier qui s'était, dès les années 1920, dressé contre un conformisme militaire qui jugeait paralysé